Faut-il investir sur Eiffage? C'est la question à laquelle on va répondre dans cette vidéo. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Activez la cloche pour avoir les notifications. On commence tout de suite avec le cours d'Eiffage. Donc on est quasiment au plus haut depuis 10 ans. C'est peut-être le cas aussi depuis 20 ans. Ouais, depuis donc on est au plus haut absolu en fait sur Eiffage. Ça, c'est très bien. Est-ce qu'il y a encore du potentiel? On va aller regarder ça ensemble. Donc Eiffage, ils font principalement du BTP et des concessions. On est donc sur une activité assez récurrente, mais qui a besoin de pas mal de dettes pour opérer. Alors, la croissance médiane du chiffre d'affaires, on est sur 7,5 et c'est ce qu'on a sur 2024. C'est une entreprise qui fait de la croissance par acquisition également. 537 millions en 10 ans, c'est pas significatif comme par rapport à la market cap, donc un petit peu d'acquisition pour booster une croissance organique qui reste assez forte. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce que on a des taux de marge en augmentation? C'est ça qu'on veut voir quand on fait de la croissance. Taux de marge brut, alors il est très élevé, il faut voir comment il calcule aussi, hein. C'est pas un agrégat qui est normalisé, hein, le taux de marge brut, donc les entreprises le calculent un peu comme bon leur semble. Mais bon, on est quand même au plus haut depuis 10 ans, mais bon, on est passé de 81% à 84, donc c'est pas exceptionnel non plus. Mais bon, il est très élevé, donc bon, en fait, il vaut mieux prendre en considération le taux de marge d'EBITDA sur Eiffage. Là, on voit qu'il est plutôt stable, soi-disant. Il n'y a pas forcément de croissance du taux de marge d'EBITDA. On n'est pas sur des gains d'efficience opérationnelle. En tout cas, ils maintiennent leur efficience opérationnelle. Donc, c'est déjà ça. Le taux de marge net est plutôt faible, 4,5 sur une médiane de 3,70. Mais ce qu'il faut regarder, c'est le taux de marge de free cash flow. Et là, on se trouve sur quelque chose qui est en très forte augmentation. Et c'est plutôt ça le point qui est intéressant. C'est qu'on est sur une activité qui commence à être mature quand même. Tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est autoroute, concession, etc. Donc, on n'a plus besoin d'injecter autant de cash dans la croissance. Et donc, ça permet de dégager des free cash flow. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le taux de marge de free cash flow, lui, est en forte augmentation. Donc, ça, c'est excellent. Ça va faire du coup du cash qu'on va pouvoir rendre aux actionnaires d'une façon ou d'une autre. Donc, finalement, c'est très bien ce qu'on voit sur les marges pour Eiffage. Stabilité sur les taux de marge bruts, d'EBITDA et net, mais hausse du taux de marge de free cash flow. Donc, c'est ça, à mon avis, le critère qu'il faut surveiller sur cette entreprise. Conversion des bénéfices nets en free cash flow. Voilà, hein, ça c'est le reflet de ce qu'on a vu juste avant. Les free cash flow en cumulé sont 2,5 fois plus grands que les bénéfices nets. Alors, ce qu'on va regarder, c'est le BFR. Il est négatif. Donc ça, c'est excellent. 3 milliards de BFR négatif. Et c'est de plus en plus négatif, hein, donc c'est de plus en plus excellent. Qu'est-ce que ça nous dit? Donc on est payé, en fait, Eiffage est payé en avance pour ses clients par rapport au moment où l'entreprise doit payer ses fournisseurs. Et ça veut dire aussi que pour faire tourner l'activité, on n'a pas besoin d'injecter de cash, puisque ce sont les clients qui vont pouvoir financer les opérations. Et donc, ça vous permet de libérer du cash pour faire autre chose. Après, vous pouvez faire des acquisitions, par exemple. Ça, c'est excellent. Est-ce que la variation du BFR va dans le bon sens? Oui, et c'est de plus en plus négatif. Donc là, c'est très bien, hein. On est complètement financé par les clients. Donc je pense que sur leur modèle d'affaires, ils reçoivent des acomptes pour les contrats qu'ils doivent exécuter. C'est pour ça qu'ils ont du cash qui entre. Excellent. On regarde maintenant les dépréciations et amortissements vs la dépense en capital. Voilà, on voit qu'on arrête la dépense en capital en cumulé a arrêté d'être équivalente aux dépréciations et amortissements depuis 2021. Depuis, on déprécie plus qu'on investit en capital. Pour moi, c'est aussi le signe qu'on est sur une activité qui commence à être mature et qu'ils doivent plutôt faire de la croissance externe maintenant pour faire la croissance globale. Donc, niveau other non-cash items, il y en a pour 12 milliards. Donc, il faut regarder ce qu'il y a là-dedans. Donc, ça se passe dans le tableau de flux de trésorerie. Mais donc, du coup, vous retrouvez une bonne partie de la différence ici. Il n'y a pas la différence complète. Donc là, si vous voulez savoir pourquoi les free cash flow sont aussi élevés par rapport aux bénéfices nets, il faut aller voir dans les tableaux de flux de trésorerie. Pour valoriser l'entreprise, on pourra utiliser les free cash flow ou les EBITDA, peu importe. Mais si on utilise de PER, en fait, ça va complètement gonfler le multiple va être élevé, alors qu'en réalité, on génère d'énormes free cash flow. Donc on risque d'être injuste avec les résultats de la société si on utilise les bénéfices nets plutôt que les free cash flow. Bien. Alors la rentabilité maintenant, on a vraiment les capitaux investis qui est en médiane à 6,8%. Actuellement, on est à 7,4%. Donc c'est convenable, hein. C'est très intensif en capital comme activité. Donc
On n'a pas des rentabilités qui sont hyper élevées, mais 7,4 c'est quand même tout à fait honorable. C'est au-dessus de la croissance organique, donc ça sera au-dessus de la croissance organique, même si là on voit qu'on est sur une croissance médiane à 7,5, mais sur la longue route, je pense que la croissance organique va baisser. Là, il y a la croissance et la croissance totale. Donc je pense qu'on dégage de toute façon, on est BFR négatif, mais en plus on dégage du cash lié à la bonne rentabilité. Donc finalement, ce cash-là, il va pouvoir être utilisé pour faire plein de choses, rembourser la dette notamment, qui a quand même une dette élevée, 10 000 000 7. Mais on a du cash pour la rembourser. En fait, je pense qu'ils sont à l'aise avec ce niveau de dette-là, et c'est pour ça qu'elle ne baisse pas significativement. Sur ce genre d'activité, les concessions, ça a quand même pas mal de visibilité sur les cash flows. Donc on peut être endetté, on a des taux d'intérêt préférentiels. Voilà, ils sont endettés à un peu moins de 3 fois l'EBITDA. Mais les 3 fois l'EBITDA, c'est raisonnable pour ce genre d'activité. Un peu plus en termes de free cash flow, mais donc là, en fait, je pense qu'il n'y a pas de volonté manifeste de rembourser la dette autant que de manière un peu activiste, parce qu'ils sont confortables à ce niveau-là. Et ça leur coûte pas si cher d'être endetté. Bon, alors, si on regarde la rémunération d'actionnaire maintenant, on est sur un dividende de 400 millions à peu près. Donc ça nous fait autour des 4%, un peu moins. C'est quand même tout à fait confortable comme dividende. Il est très bien couvert par les free cash flow. Alors peut-être qu'il faut retraiter les free cash flow ici, je ne sais pas, parce que sinon ils ne sont pas très généreux en termes de dividendes par rapport au free cash flow. Là on est à moins de on est à 15% des free cash flow en dividende, c'est pas énorme. Ils rachètent leurs actions, mais pas de manière structurelle, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt des rachats sporadiques. Il faut voir ce qu'ils en font. Est-ce que c'est pour l'actionnariat salarié? Est-ce que c'est pour rémunérer le management, par exemple? Faut-il que l'outil nous calcule vraiment l'actionnaire qui a 5,7%. Ça prend en compte ces actions qui sont rachetées, mais attention, ça considère que les actions rachetées sont annulées. Donc c'est peut-être faux, ce calcul. Si on veut être conservateur, on peut se dire qu'on a un rendement du dividende qui est autour des 4%. Et c'est principalement ça le rendement de l'actionnaire. Donc pas si mal ce qu'on voit ici, quand même, c'est confortable. Et puis les free cash flows sont en augmentation. Donc ça, c'est super. Donc les dividendes ont des chances d'augmenter par la suite. On regarde la valorisation maintenant. Hop, on se met en valeur plus sur EBITDA. Plus le temps passe, plus le cours monte, plus le multiple baisse. Non, j'exagère un peu, mais c'est quand même assez intéressant de voir que vous avez un cours qui monte et pourtant le multiple il reste bas. C'est-à-dire que les résultats de la société sont en nette amélioration. Là, on est à 5,8 en VO sur EBITDA contre une médiane de 7,5. Donc 7,5, c'est pas très cher. Mais là, on est encore moins que ça, quoi. Donc on a bien une décote de plus de 30% sur Eiffage. Donc après, d'un point de vue plus fondamental, Eiffage s'est exposé évidemment à la France et à l'Europe. Et donc, c'est pas flambant en ce moment, le conjoncture économique, surtout en France. Donc c'est peut-être ça que le marché pénalise un petit peu. On le voit on s'est crashé en fait quand il y a eu la dissolution en juin 2024 ici, parce qu'il y avait des rumeurs de taxation sur les autoroutes, etc. Bon, depuis, on s'est bien repris. Donc je pense que la société est quand même bien résiliente. Et puis, voilà, elle n'est pas très chère. Vous avez un bon rendement d'actionnaire. Donc, même si, on va dire, il y a des problèmes d'un point de vue contexte, la société, elle délivre et elle ne se paye pas très cher. Donc, vous avez une marge de sécurité. J'ai pas regardé s'il y a une décote sur actifs tangibles, mais il n'y a pas la valeur des actifs tangibles ici. Bon. Donc, pour moi, Eiffage, ça reste un bon dossier à mettre en watchlist et à aller creuser plus en détail. Ça coche les cases value et quality. Donc, intéressant à aller creuser plus en profondeur. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un pouce vers le haut et pensez à vous abonner à la chaîne. À bientôt.